Les courriers électroniques sont à la base de nos dossiers de plaidoirie. Ils permettent d'intégrer le cas de droit dans un contexte factuel. Ils permettent de dire que telle personne a répondu à telle autre. Et avec tous ces éléments, nous pouvons reconstruire une histoire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge n'attend pas la vérité. Il attend l'histoire la plus plausible. Dès le moment où nous pouvons fixer la trame, la chronologie d'une histoire, eh bien, sachez que nous pouvons emporter la conviction de ce juge. Il cherche la logique et la vraisemblance de l'histoire. C'est-à-dire que si je considère que mon histoire, il y a un trou à un endroit donné, eh bien, quand il y a un trou, là, on sait très bien que le juge va poser les questions sur le trou. Alors, on met un peu de sel sur la plaie, on dit « ça fait mal là ». Et c'est exactement cela. Le fait d'assurer la traçabilité des courriers électroniques, justement, permet de limiter ces trous béants dans une argumentation. Les éléments de traçabilité des courriers électroniques se retrouvent à l'article L34.1 du Code des postes et communications électroniques. Il y a, par exemple, l'adresse de courrier électronique. Il y a la date d'envoi du courrier électronique, des éléments qui ont trait au terminal qui va les recevoir, des éléments qui ont trait à l'adresse IP du destinataire. Tous ces éléments se retrouvent listés pendant un certain temps vis-à-vis justement des autorités qui pourraient avoir à déterminer qui a envoyé quoi et comment. J'ai adressé un mail, il n'est pas arrivé à son correspondant. Et symétriquement, j'ai reçu un mail qui ne m'était pas destiné. Comment ça se passe? Alors, il faut se rappeler que l'Internet, c'est la foire d'empoigne. Il faut se rappeler que l'Internet, c'est tout sauf la confidentialité. Par conséquent, si je veux assurer la confidentialité des messages et dans une certaine mesure aussi la fiabilité dans leur acheminement, il ne faut pas que j'utilise les circuits publics de l'Internet, il faut que j'utilise ce qu'on appelle des réseaux privés virtuels, VPN en anglais. À cette condition-là, on a véritablement des chances raisonnables que le risque de recevoir quelque chose qui ne vous est pas destiné et le risque que ce que l'on a envoyé n'arrive pas soit, sinon neutralisé, du moins très réduit. Mais si je me trouve dans l'hypothèse où précisément j'ai envoyé un courriel à quelqu'un qui ne devait pas le recevoir, c'est comme si j'avais mis une mauvaise adresse, je dois assumer les conséquences du risque que j'ai pris. Et symétriquement, mais celui qui m'a envoyé un message et qui n'a pas pris la précaution d'eux, même s'il met en bas de son mail, vous savez que ce message est à usage, patati et patata, la confidentialité, aujourd'hui, ça ne lie que des professions réglementées. Moi, je suis avocat et j'appartiens à une profession réglementée. Lorsque nous échangeons entre avocats, toutes nos correspondances sont présumées confidentielles. Et ce n'est pas pour rien, c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes réglementés, c'est parce que nous avons une déontologie et par conséquent une interdiction de pouvoir diffuser les courriels que l'on reçoit entre avocats. Celui qui prend le risque d'utiliser un réseau non sécurisé pour adresser des mails prend le risque que ceux-ci soient diffusés et utilisés par les gens qui en sont les destinataires, même s'ils n'étaient pas des destinataires voulus. La valeur juridique des courriers électroniques va dépendre avant tout de son contenu. Si je me retrouve avec un courrier électronique qui contient une démission, eh bien, je pourrais, lorsque je suis l'employeur, l'utiliser comme démontrant de cette démission. Un arrêt de la Cour de cassation nous montre effectivement que lorsque le salarié envoie une démission de 2 pages, c'est important, ce n'est pas juste un petit entrefilé qui démontrerait que c'est fait sur un coup de tête. Eh bien, cette démission est tout à fait acceptable. Il y a un point qui est très important. En matière de relations de travail, en matière de droit du travail, la preuve est libre. C'est-à-dire qu'un courrier électronique pourra très bien être utilisé si je peux démontrer que c'est bien telle personne qui en est l'auteur et que l'intégrité est bien respectée. C'est-à-dire que pour tout ce qui va concerner de la démission, tout ce qui va concerner des avertissements, le fait de les communiquer, de les transmettre par courrier électronique est tout à fait envisageable.
Donc ça, ce sont des points qui sont importants. Lorsque l'on se retrouve avec des mises en demeure, là on est plus sur le volet contrat électronique, eh bien là aussi, je peux très bien mettre en place une mise en demeure et envoyer une mise en demeure sous une forme électronique dès le moment où bien j'ai l'habitude d'échanger par voie électronique avec mon co-contractant. C'est une décision de 2011 sur l'absence de couverture en matière de gestion de titres sur Internet. La morale de l'histoire, c'est on ne sait pas, le mail n'a pas de valeur juridique en tant que tel, c'est son contenu qui a une valeur juridique. Et à ce titre, ce seront des règles de preuve libres ou bien des règles de preuve encadrées qui trouveront à s'appliquer. Donc c'est à juger au cas par cas. C'est à mettre en amont dans le cadre d'une politique de gestion des courriers électroniques.